Bienvenue à ce plateau spécial qui reçoit pour vous Jean Beckmans Nkongolo. Jean Beckmans Nkongolo va passer au crible de l'actualité de l'heure. L'impunité refait surface, corruption ça et là, on en parle. La duplicité des Congolais, des informations judiciaires à l'endroit du cardinal Ambongo, bousculade au portillon des institutions, élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la révision de la Constitution. Jean Beckmans Nkongolo va passer au crible de toute cette actualité. Jean Beckmans Nkongolo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Je rappelle que vous êtes analyste politique, libre penseur. Vous êtes également PCA du Grand Kasaï Fondation et vous êtes directeur du cabinet de Christian Tshisekedi, c'est ça? Le baron. Vous êtes face à la presse nationale. Dans le Beckmans Nkongolo, on commence avec notre première thématique. Corruption, on en parle. La corruption est devenue aujourd'hui comme un sport national. Tout le monde y pratique. Que faire pour arrêter l'hémorragie? Merci. C'est vrai que nous sommes, comme le disait le chef de l'État, la corruption a atteint des proportions inimaginables. En tout cas, les gens qui se bousculent, les compatriotes qui sont censés rendre service à la nation, sont tous des charmeurs, des flatteurs. Quand vous les approchez, ils vous disent « Nous sommes là pour accompagner le président de la République, nous, c'est la vision du chef de l'État. » Surtout quand ils connaissent votre qualité, en ce qui me concerne par exemple, tout le monde est très bon, mais foncièrement, ce sont des hypocrites, des égoïstes, des méchants. Ils vendent chaque signature. Je décide de le dire ici parce que désormais, je prends rendez-vous avec la presse. J'avais préconisé dans l'une des émissions la création de la cellule de validation des décisions judiciaires. C'est une façon de nous passer un peu du formalisme juridique. Vous décidez, prenez l'argent de qui vous voulez, mais la décision ne passe pas si elle n'est pas validée par la commission de censure. Et cette commission, ce mode de fonctionnement, je l'ai préconisé dans le sens de dire on recourt aux magistrats retraités. On procède par un tirage au sort, ce n'est pas une commission permanente. C'est selon que vous êtes sélectionné que vous prenez connaissance de la documentation telle que élaborée par la commission permanente et vous nous dites si c'est bien ou mal jugé. Comme ça, ça met en difficulté les corruptibles et les corrupteurs. Il y aura beaucoup plus de polémiques orientées vers le remboursement. Mais on a déploré toujours la corruption. Le corruptible, les corrompus et les corrupteurs. Mais on n'a pas senti que ces gens sont inquiétés par ceux-là qui doivent dire les tout. Merci. La corruption, il faut avouer que le clientélisme a atteint toutes les couches de la société. Pour être nommé pasteur d'une église à tel endroit, vous devez corrompre les hommes de Dieu qui ont la décision. Pour être affecté curé dans une paroisse juteuse, vous devez corrompre, signer les engagements avec la hiérarchie de l'église. Ça, c'est au niveau de ceux qui sont censés prêcher la morale. Ceux qui sont censés orienter les choses dans le sens du sérieux de la méritocratie. Alors, in fine, il faut retourner la force à la loi. Qui se charge d'appliquer la loi? Pourquoi parle-t-on beaucoup plus de l'inspection générale des finances? Pourtant, il n'y a pas que l'inspection générale de finances. Il y a l'inspection générale de mines, il y a l'inspection judiciaire, il y a plusieurs inspections. On n'en parle pas parce que ça fait le lit des corrupteurs et des corruptibles. Si on renforce la rigueur, on donne un peu plus de pouvoir à ses amis, comme on l'a fait avec notre ami Jules Alinguete, moi je crois que ça va révolutionner beaucoup de choses. Ceux qui se bousculent aujourd'hui savent
que c'est le mieux disant, le cas le plus flagrant, c'est l'élection sénatoriale et même de gouverneur. On y va à coup de billets de banque, c'est le mieux disant qui est élu. Pas parce qu'il connaît, pas parce qu'il mérite, mais parce qu'il a plus. Pourtant, la tête à un niveau très discutable, mais comme il a les moyens, c'est celui-là qui est privilégié. Et ça, c'est à tous les niveaux de la vie. Je vous dis à commencer par les églises. On n'envoie pas n'importe qui, n'importe où. C'est selon ta relation avec le décideur, avec le numéro 1. Pour le cas des églises de réveil, il y a les géniteurs, les initiateurs qui sont supposés avoir imposé les mains à X, Y et qui ont un engagement particulier avec lui, qui disent toi tu mérites d'aller à gauche, toi tu mérites d'aller à droite. Et pour les églises établies, catholiques, orthodoxes et consorts, c'est la même chose. Tout se fait à coup de billets de banque. Mais le président de la République, que vous avez cité tout à l'heure, que tout le monde dit qu'il l'accompagne, a mis en place quand même une agence de prévention, de lutte contre la corruption. Mais pourquoi les choses ne marchent toujours? Cette agence est dirigée par des gens qui ne connaissent aucune réalité du pays. Le clientélisme au niveau de nomination, les bousculades qui se font selon qu'on se connaissait à telle année, selon qu'on a marché ensemble en telle année, c'est ça ce qui tue la machine. On mettait des gens parce qu'ils ont le cœur à l'œuvre, ils font preuve de maturité, ils comprennent ce qu'il faut comme mécanisme pour décourager la corruption. C'est comme une police. Ça ne devait pas être un corps de fonctionnaires budgétivores mais improductifs. Ces gens qui sont là, ils attendent les salaires quoi qu'il advienne. Ils ne travaillent pas à la fin du mois, l'argent est versé sur son compte. Comment va-t-il motiver? Il rend compte à qui? Le bilan, qui l'évalue? C'est monsieur qui gère la structure de lutte contre la corruption. Ce sont des choses comme ça qu'on doit réviser. Oui, mais c'est Jean Beckman, la corruption est en train de détruire le pays. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Puisqu'on doit y mettre fin, sinon le pays ne va pas avancer. Tourner la force à la loi, c'est mettre les mécanismes de contrôle, les mécanismes d'audit, le mécanisme de suivi. Quand le cas est signalé à cette agence, qui doit d'ailleurs être représentée dans toutes les structures de la vie nationale, et que celui qui est mis en cause se présente avec un peu plus de billets, ils réagissent de la même manière que nous voyons réagir les hommes d'église, les hommes de la justice et consorts. Mais si c'était une structure indépendante, qui ne soit pas avec des individus connus à l'avance, comme la cellule de validation des décisions judiciaires dont nous parlons ici, il y a beaucoup d'imperfections, même au niveau de l'inspection générale des finances. Qui contrôle l'inspection générale des finances? C'est une structure qui navigue comme ça à vue. Ils disent ce qui leur plaise. Et je crois qu'il y a lieu de mettre sur pied les mécanismes de suivi, de contrôle, d'audit, d'évaluation de la performance de l'ensemble de ces structures. Comment voulez-vous que la corruption n'évolue pas? Dans la mise en place au niveau des institutions ou de quoi que ce soit, il y a même des sociétés qui sont prises en otage par des familles. Le père meurt, c'est son fils qui le remplace, alors que son niveau est discutable. Les jeunes qui viennent de terminer les universités, ils vont marcher des années et des années, on n'engage pas, on n'a jamais engagé, mais il y a de nouvelles unités toujours. Donc c'est un problème de renforcement de textes qui régissent les différentes institutions avec un mécanisme de suivi, de contrôle, d'évaluation et d'audit en permanence. Monsieur Jean-Bertrand Sekungolo, vous voulez encore ajouter une structure de plus alors que nous avons déjà la PLC. Pourquoi ne pas intégrer la cellule de validation des décisions judiciaires au sein de la PLC pour encore booster cette agence qui lutte contre la corruption? Et la deuxième question, si vous me permettez, comment interprétez-vous les propos du secrétaire général de l'UDPS, je cite Augustin Kambouya, lorsqu'il dit que les voitures, encore les véhicules qui ont été octroyés aux députés provinciaux, c'était une façon de les motiver? Comment interprétez-vous ça? Merci beaucoup.
La question de l'intégration de la cellule de validation à l'ACLP, je n'approuve pas le mode de fonctionnement de l'ACLP. C'est du fonctionnariat. Quand quelqu'un sait que moi je m'occupe d'étrancher le différend entre X et Y, il se met en position de céder au plus offrant. Mais quand tu ne sais pas si tu seras appelé à trancher, l'attitude change. Ça veut dire, comme on fait le tirage au sort, on a recensé les différents juristes déjà retraités, pensionnés ou tout ce que vous voulez, sur l'ensemble de la République. Tu reçois l'invitation de la cellule, toi-même tu ne sais pas quel est le dossier qui t'attend, qui va te corrompre. Tu es tiré au sort. Tu n'as pas le temps de faire un communiqué au justiciable pour dire « Je suis appelé, votre dossier peut me tomber sous la main ». Non, c'est cette opacité qui va décourager la corruption. Mais la CLP, on nomme les gens. Déjà, le fait là d'être nommé ouvre toutes les portes aux antivaleurs. Mais quand vous êtes tiré au sort, vous êtes là, vous avez une durée de 60 jours pour visiter les dossiers mis à votre disposition et mettre vos avis. C'est fini, vous retournez, vous ne savez pas. Dieu seul sait quand est-ce que vous serez encore tiré au sort. Comment on va vous corrompre? Voilà. Et par rapport au deuxième aspect de l'intervention, le secrétaire général qui dit que les véhicules... Nous devons nous dire certaines choses en face. Le secrétaire général du parti qui a le plus combattu en faveur de la démocratie dans ce pays, il n'y a jamais eu de question pour dire comment l'UDPS a fait pour survivre au bout de près de 40 ans de bataille, sans fonction, mais en train de perdre les biens. Si nous sommes là aujourd'hui à parler comme ça librement, c'est parce que quelque part, quelqu'un a perdu la vie, quelqu'un a perdu le travail, quelqu'un a perdu ses biens, quelqu'un a perdu une partie du membre de son corps dans le combat pour obtenir que nous soyons en cravate aujourd'hui, qu'on nous appelle par nos prénoms, que nous n'attendions plus les BI pour avoir posé une question X, Y. Mais aujourd'hui, on regarde plutôt à la moisson. L'UDPS s'est battu, c'était son devoir. Mais l'UDPS n'a pas le droit de jouir. Comment le secrétaire peut-il dire on a donné pour motiver, on a donné pour encourager? Quand on arrachait les biens des combattants de l'UDPS, qui posait la moindre question sur le sort? Quand on bloquait les salaires des combattants, quand on révoquait les combattants, juste pour avoir cru en l'UDPS, quand est-ce qu'on en a fait un procès? Vous oubliez que les gens ont perdu des maisons, des parcelles arrachées, des travaux. Donc, papa se réveille pour aller au travail, il n'a plus de bureau, on l'a révoqué parce qu'il appartient à l'UDPS. Quand est-ce qu'il y aura un procès pour rendre justice à tous les combattants? Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile de dire le secrétaire général a dit on donne des véhicules pour encourager, pour motiver. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport au bien que les combattants ont perdu. Jusqu'à perdre la vie humaine. Le cimetière le plus long, vous vous en souvenez, c'est Katanga Kasaï, au nom de l'UDPS. Quand est-ce qu'il y aura procès? Kyungu est déjà mort. Certaines questions, je crois qu'elles devaient nous faire droit au dos pour les soulever seulement. Ne réagissons pas tous comme les M23, Ambongo, Nanga et consorts. Nous devons nous regarder la réalité en face, dire ces gens se sont assez battus. En aucun moment on a dit UDPS merci. Jamais un Congolais a dit ça. On voit seulement, mais pourquoi ils doivent manger aujourd'hui? Pourquoi ils roulent carrosse maintenant? Mais ils viennent d'où? Ce sont des rescapés, des martyrs vivants. Nombreux sont décédés, on n'en parle même plus. Vous parlez d'une commission de sanctions sous forme de série de validation, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez pour éviter tout chevauchement? Parce qu'au préliminaire, nous avons des institutions habilitées
qu'on appelle les instances judiciaires de part et d'autre. Et vous ajoutez sous forme d'une superposition une commission. Alors, pour éviter ces chevauchements, on sent que nous avons une nouvelle structure qui veut nous menacer. Comment vous pensez procéder pour éviter tout chevauchement? C'est la première question. La deuxième, nous parlons de l'impunité. Pourquoi ce mot détournement a pris de l'ampleur sous la plume de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce les gens qui l'ont taxé de ne pas être préparés avant qu'il assume toutes ses fonctions au niveau de la nation ont-ils raison? Ou soit ils cherchent à s'adapter à quelque chose qui ne correspond pas avec la RDC? À vous la parole. Merci beaucoup. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup vécu dans la diaspora. Parce que si vous avez vécu dans ce pays, le plus grand détournement de l'histoire date de Mobutu avec l'époque Mungulu Diaka Bernardin. Je m'excuse de citer son nom. On a toujours pillé, on a toujours volé, on a toujours détourné, mais en silence. Le mérite du président providentiel, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est qu'il met tout sur la table. Quand tu as volé, on dit que tu as volé. Et on te défère devant les instances judiciaires pour répondre, pour dire que tu es innocent ou que tu es coupable. Ne demandez pas au président d'aller faire le travail de ce juge ou de ce magistrat, bien qu'il soit le magistrat suprême. On a toujours volé. C'est seulement qu'on n'en parlait pas. On a toujours confisqué les biens des gens. On a toujours porté atteinte même à la vie humaine. Seulement ça se faisait en silence. La différence, c'est qu'aujourd'hui, avec l'énigmatique Rangers, pour dire stop, tout est devenu éclairé, illuminé, ça se passe au grand jour. Le vol, attendez, ce pays avait été endetté d'une dette qui lui collait vraiment au cou, mais qui était à peine la moitié de la fortune de certains individus qui ont transformé les chars de combat en bateaux de transport, l'affairisme de responsables a fait qu'ils deviennent plus riches que la nation dans ce pays. À l'époque Mobutu. Nous l'avons vu. Presque tous les généraux sont devenus des millionnaires. À l'époque, Laurent Désiré Kabila, on a pris tous les véhicules de luxe ici, on a envoyé à Kigali et à Kampala. À l'époque de Joseph Kabila, on est allé chercher la population à Kampala et à Kigali pour l'amener à Kinshasa. Sous silence. Je rappelle, messieurs, mesdames de la presse, que l'un de vos collègues, M. Christophe Kolomoni, secrétaire général au PPRD, nommé directeur général de la RTNC, avait été remercié dans moins de 24 heures pour avoir laissé passer le message du parti au pouvoir qui disait que c'est le Rwanda qui nous agressait. Juste pour avoir dit ça. Le Rwanda agresse la RDC. Christophe Kolomoni, un ami, un frère, que je salue en passant, a payé le prix. Alors, pourquoi vous ne comprenez pas le changement de contexte? Que désormais, on est libre, il n'y a plus de sujets tabous. Nous parlons ici en citant même le président de la République. Il n'y aura aucun BI. Aucun. Tout s'inscrit dans le cadre de l'exercice démocratique. Alors, pour revenir à votre... La deuxième question concernant comment vous faites pour éviter les chevauchements avec des instances judiciaires qui existent déjà. Oh, très bien. En Italie, quand la mafia a noyauté l'appareil étatique, c'est au niveau de la justice qu'on a fait recours pour trancher et décourager la mafia. Mais on s'est rendu compte qu'au niveau de la justice, tout le monde, presque tout le monde, soit était corruptible, soit redoutait les représailles de la mafia.
Soit tu acceptes leur argent, on te laisse tranquille, soit alors tu ne touches pas du tout à leur dossier. Sinon, tu perds la vie. Mais il y a eu un monsieur, Giovanni Falcone, si ma mémoire est bonne, qui a tenu tête, qui a combattu. C'est vrai qu'il a fini par perdre la vie, mais aussi la mafia a été découragée totalement. Et ici, le système, c'est que pour préserver les vies de compatriotes qui sont censés prester dans cette structure, ils ne sont pas nommés. Ils sont tirés au sort selon que le besoin se présente. Nous avons 26 provinces, une multitude de juristes. Le tirage au sort, l'orientation dans les commissions spécifiques avec des dossiers bien classés, déjà tranchés au plus haut niveau de la justice, mais qui repassent en analyse devant les experts qui n'ont pas d'intérêt pour qu'ils disent que c'est bien ou mal jugé. Et leur avis pèse. Ça aurait été le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Malheureusement, au Conseil supérieur de la magistrature, les gens sont nommés, ils sont connus et ils se prévalent de certains privilèges, d'une certaine intouchabilité. Alors, la bonne façon de contourner, c'est de recourir aux anonymes, les gens qui tranchent sans intérêt et leurs avis sont confrontés aux avis des corruptibles. Voilà comment on va éviter le chevauchement. Les uns sont officiels, ils sont connus, ils sont nommés, les gens peuvent aller vers eux. Mais les anonymes, qui ira les corrompre? Jean Berkmas Congolo, fervent chrétien, croyant catholique. Si vous étiez en face du cardinal Fridolin Ambongo, en tant que patriote congolais, quel message vous lui passerez directement? Aujourd'hui, vu la situation actuelle de la République démocratique du Congo, connaissant tout ce qu'il y a comme situation sécuritaire, contexte sur le plan national et international, Ambongo, votre père spirituel, quel serait votre message direct face au cardinal Fridolin? Merci beaucoup. Père spirituel, c'est quand même exagéré. Hein? C'est votre père spirituel. Non, non. Vous n'allez pas refuser qu'il n'est pas, il n'est pas votre père spirituel, il l'est. Il est berger. Il est berger. Il gère l'archidiocèse de Kinshasa, point barre. Mais gérer l'archidiocèse de Kinshasa, cela veut dire qu'il exerce son droit épiscopal sur quelques dizaines de prêtres qu'il y a dans l'archidiocèse de Kinshasa. Parce qu'apparemment, il y a une certaine confusion qui veut faire de Ambongo comme l'égal du président. Non, Ambongo a dit, le président a dit Ambongo. Non, 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 Ambongo il est comparable à un gouverneur. Mais le gouverneur gère l'ensemble de la population. Lui ne gère que quelques prêtres, hein, d'ailleurs en opposition, contre leur gré. Parce que les prêtres le subissent. Ils ne sont d'aucune manière associés à la procédure de désignation ni de l'évêque ni de l'archevêque. Ça, c'est Rome qui décide. Demain, on peut se réveiller ici. Rome nous a envoyé Mami Wata comme archevêque. Nous n'aurons rien à dire parce que c'est comme ça que ça se passe. Et ça... Comment il fait pour arriver là? C'est un secret. Est-ce que vous avez encore du respect à l'endroit du cardinal Fridolin Ambongo? Voilà le vrai sens de ma question. J'ai beaucoup de respect à l'endroit de l'archevêque métropolitain de Kinshasa et je n'ai aucun respect pour M. Ambongo Fridolin Besson. Il faut qu'on fasse la part de choses. M. Fridolin Ambongo Besson, moi je vais le respecter pourquoi? C'est un jeune homme de mon âge. Maintenant je le respecte au nom de quoi? Mais quand il exerce comme prince de l'Église, comme cardinal, archevêque métropolitain, là je le respecte. Mais quand il s'habille en cardinal, en archevêque, pour exercer sa fonction de parrain, de père spirituel, c'est pourquoi j'ai refusé cette histoire. Lui est père spirituel de Moïse, il ne peut pas être mon père spirituel à moi.
Ah oui, alors, tu l'as vu se faire recevoir par Katumbi en culotte, tu l'as vu traîner par Olive, elle est en train de flatter le serpent comme ça. Et un individu comme ça, tu viens me dire à moi, c'est mon père expliqué. Un peu de respect pour moi. Alors, je dis, j'ai beaucoup de respect pour le cardinal, je n'ai aucune considération pour le Chambon. Aucune. Quand il exerce comme cardinal, ça veut dire il explique au peuple de Dieu ce que l'Église veut que le peuple retienne comme message sur l'entendement des Écritures qu'il rend en termes d'homélie indiscutable. J'accepte, je m'incline, je dis Amen. Mais maintenant, quand il joint son agenda politique, il a commencé depuis Genval. Je sais qu'à l'issue de Genval, lui est allé déjà dans l'opposition. On venait pour élire le président de la République, M. Ambongo, pas le cardinal, pas la Senko. M. Ambongo, lui, se met déjà dans la peau de l'opposition, depuis Genval. Alors, il vient, il commence sa campagne de sensibilisation au niveau de la composante confession religieuse. Je crois que votre mémoire n'a pas oublié le témoignage d'un autre archevêque, Sonic Kafuta Rockman, le général, qui est venu accuser son homologue archevêque auprès de l'opinion en disant « Mais Ambongo m'a appelé. Il me dit « Faites tout pour que quelqu'un de l'espace Grand Kassai ne passe pas, parce que le président étant son frère, il risquerait de le favoriser. » Avant même la mise sur pied de la CENI. Ça, c'est Ambongo. Quand l'affaire fait du boucan, il oblige ses esclaves, qu'il nomme dans les paroisses selon qu'ils lui rendent compte, d'après les inscriptions, les orientations, les obligations qu'il leur impose. On a vu des messieurs venir avec un chiffon, dire nous, les curés des paroisses, nous protestons, mais c'est le corbeau et le renard. On sait que ils sont exploités, ils agissent comme les esclaves. Ils ne sont pas libres. Pourquoi on ne peut pas me demander à moi de le lire? On peut amener ce document et dire un fidèle catholique, laïque de surcroît, Jean-Bernard Kongolo, lit le message. Il sait ce que je vais faire de ce message-là. Très bien, Jean-Bernard Kongolo. Vous avez beaucoup de choses à dire sur le cardinal Ambongo. Quand il dit que le peuple souffre, a-t-il tort ou a-t-il raison? Ambongo? Oui. Oui, mais comment voulez-vous que le peuple ne souffre pas? Quand toutes les écoles versent l'argent, ça va dans sa poche à lui. Les enseignants ne touchent rien. Vous avez peur? Oui. Chaque élève de l'école catholique paye $100 à M. Ambongo. Ce n'est pas à l'archidiocèse. Comment voulez-vous que les gens ne souffrent pas? Quand toutes les confessions missionnaires qui sont ici payent le droit d'être installés en République démocratique du Congo à M. Ambongo. Comment voulez-vous que les gens ne souffrent pas? Quand un prêtre de l'église catholique a pour salaire 8 ou $9 par mois. Comment voulez-vous que les gens ne souffrent pas? Quand les prestataires, les gens qui travaillent dans l'église catholique, au centre interdiocésain, à la radio Elikia, à la radio Marie, tous ceux qui sont sous la coupe de l'église n'ont pas de salaire. Ils sont impayés. C'est eux-mêmes qui viennent me voir et qui se plaignent. Ces choses que je dis, tous les prêtres savent. Je sais qu'en train ils vont m'applaudir et faire encore beaucoup de messages. Alors, maintenant que le cardinal, lui, se rende compte que les gens souffrent, c'est pour détourner l'attention de l'opinion vers sa responsabilité au sein de l'Église. Et dire que le problème, ce n'est pas son niveau, le problème se déroule au niveau politique. Comme ça, c'est orienté tout de suite vers l'opinion. Il se positionne toujours du côté du peuple. Oui, mais il se positionne effectivement du côté du peuple parce qu'il nous en a donné la preuve. Hein. Il était devant un choix où on lui a dit, dans cette salle-là, il y a les voleurs, il y a les bandits, il y a les jouisseurs, il y a les gens qui veulent balkaniser le pays. Mais dans cette autre salle, il y a des minables, des inconnus, des pauvres, des laissés pour compte. Tata Cardinal, vous allez où? Il a choisi d'aller chez les voleurs. On dit non, 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 vous allez près des pauvres pour les réconforter un peu moralement. Il a fait un scandale, on m'a refusé l'accès au VIP. Non, là c'est chez les voleurs. Vous êtes toujours à côté des pauvres.
aller à côté de pauvres. Il n'a pas accepté d'aller à côté de pauvres. Ça, c'est un discours qu'il tient, un discours populiste. Quand il est devant les gens, il s'offre en spectacle. Nous sommes combattus. Ce que nous faisons est très difficile dans notre pays pour endormir les esprits faibles. En venant ici, le chef d'état-major général, M. James Kabarebe, a été présenté comme l'oncle paternel à M. Kanambe. Bon, de là à dire, bon, il est tanzanien, il est rwandais, il est ougandais. Ce qui est sûr, il n'est pas congolais. Maintenant, est-il impliqué? Là, nous devons laisser les services de renseignement nous éclairer. Et pour ça, il n'y a que lui qui peut accepter l'invitation pour venir répondre aux questions qui lui seront posées, pour renseigner sur sa vraie nationalité, comme on l'a vu avec Kunda Batware, comme on l'a vu avec les Muteboussile et tout ça, qui ici, on nous les présente comme Congolais. Il y a des Congolais prêts à se suicider pour jurer qu'ils sont Congolais, mais une fois à la CPI, non, Katumbi est clair, il dit qu'il ne peut pas renier son père pour la politique. Son père est juif, sa mère est zambienne. Il n'a rien à voir avec la nationalité congolaise. Il peut la demander. Mais seulement pour demander la nationalité, ce n'est pas en construisant une église qu'on demande la nationalité. Ce n'est pas en soutenant une équipe de football. Non, on demande en adressant une lettre en bonne et due forme. Le cardinal est mieux placé pour parler pour l'intérêt de la population congolaise ou pas. Et la dernière question est, j'ai entendu votre réponse quand le confrère, soit le concert a posé, vous avez parlé qu'il touche de 9 000 $ et aussi la gratuité de l'enseignement primaire secondaire. Apparemment, c'est quand il y a eu la restauration de la gratuité, ça a créé la colère en cardinal et qui s'est mis à parler de tout ce qu'il raconte. Ah, ça fait quand même 3 bonnes questions, toutes relatives au cardinal. L'ouverture du dossier judiciaire, alors que lui porte la voix des faibles. Est-ce que ça ne va pas déranger? Est-ce que... à quel faible vous faites allusion, madame? Que je sache, les faibles dans ce pays, nous en avons. Moi, je peux recruter les faibles parmi les hommes et femmes de la presse, dont les salaires n'ont pas un seuil, un SMIG défini pour toutes les maisons. Vous recourez au service d'un communicateur, d'un journaliste. Le minimum que vous pouvez lui payer, c'est 800 $. Mais le reste est discutable en fonction du logement, de la distance qu'il habite, de l'importance de sa famille, des charges qu'il a au niveau de votre maison. Mais ça n'existe pas. Est-ce que Tata Cardinal et à l'Obélabino, vous faites allusion à quel pauvre? Les autres pauvres ont un SMIC défini par l'État. Ils touchent leur salaire chaque fin du mois. Vous pensez qu'il parle de ces pauvres-là? Non. Vous pensez à quels pauvres? Les enfants de la rue. Mais ils battent record à l'Est. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui a demandé s'il pouvait collaborer à coordonner la prise en charge des victimes de guerre. Il avait décliné. Maintenant, il parle de quels pauvres, madame? Les pauvres que lui-même crée au sein de l'Église en refusant de payer les salaires. Il parle de ce pauvre-là. Il n'est pas porté. Il n'est pas porté parce que j'étais très touché par l'action des mamans de l'église kimbanguiste qui se débrouillent dans le petit commerce, qui ont consenti le sacrifice et qui se sont dotés d'un bateau de pêche. Elles, on va dire qu'elles défendent les riches ou les pauvres. Parce que les poissons, là, seront consommés par toute la population. Que de jeter l'argent comme ça dans le tourisme, dans les billets d'avion, et puis s'offrir en spectacle devant une opinion préparée, déployer des arguments incontestables devant un public qui n'a pas droit à la parole, c'est tout simplement malin.
C'est pas honnête. Essayez, madame, que lors d'une célébration, on donne un peu la parole aux fidèles catholiques pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de ce discours-là de M. Fridolin Ambongo. Qui pourra oser ça? Il est allé à l'Est, il a dit que le pays était en train de partir, on veut nous arracher le pays par les étrangers. Il va au Sud, il dit ne chassez personne, laissez tout le monde venir, même les étrangers peuvent nous diriger au nom de la convivialité. Ah, l'argent quand tu nous tiens. Et l'autre aspect, c'était par rapport à la gratuité de l'enseignement. Oui, mais la gratuité de l'enseignement, ça c'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Tata Cardinal pouvait encore rester tranquille si le chef de l'État s'était contenté de dire bon, on fera la gratuité de l'enseignement au second mandat. On a coupé l'herbe sous le pied. Quand on dit que la RDC, c'est l'un des plus grands pays catholiques du monde, c'est entre autres, cette grandeur, c'est par rapport à l'enveloppe qui va au Vatican, dont on ne parle jamais. Évalué en termes de millions, pas moins de 60, avec la manœuvre du pétrole de Mwanda. Ajoutez à cela la souffrance de tous les parents, 100 $ par enfant sur une année. Et quand vous voyez le volume des enfants récupérés dans le cadre de la scolarité gratuite, Cardinal ne peut faire que son deuil. Et là, moi, je lui souhaite mes condoléances. Voilà, Jean-Baptiste Kongolo, nous tendons lentement et sûrement à la fin de cette émission. Mais il y a deux thématiques qui nous restent. Il y a d'abord cette bousculade qu'il y a au portillon des institutions. Tout le monde veut devenir ministre. Tout le monde veut devenir membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Octave Mukendi. Tout le monde ne peut pas être président de la République, tout le monde ne peut pas être ministre ni gouverneur. On doit quand même rendre certains d'entre nous. Mais la manière dont on voit ce qui constitue l'équipe dirigeante, on voit un homme, sa femme et puis son enfant. Nous le voyons avec la configuration du ticket à l'Assemblée nationale. Vous avez déploré la corruption ici. Pensez-vous qu'avec un parent, un papa qui est ministre, une maman qui est députée nationale, on peut vraiment diligenter une enquête ou bien faire un contrôle parlementaire efficace? Merci beaucoup. Je vais être très sincère, comme je l'ai toujours été dans tous mes propos. Je suis contre cette procédure et je suis contre ce ticket gagnant. Voilà. Tout simplement parce que dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, je ne trouve pas normal que nous restions l'otage des mêmes noms. Ça tourne autour des mêmes personnes. Vital Kamerhe, Bemba, Bahati, Mbosso. Kamerhe, Bemba, Bahati, Mbosso. Sur plus de 100 millions de Congolais. C'est pour avoir fait quoi? Nous, on n'est pas nous ne sommes pas leurs esclaves, hein. Nous ne sommes pas un héritage que leurs papas leur ont laissé. Hein. Il y a des enfants qui étudient, nous en avons tous, qui ont des mérites, qui ont la capacité. Quand est-ce qu'ils auront accès à des fonctions comme ça? Parce que quand on positionne déjà papa, maman et les enfants, c'est pour absorber tous les chômeurs de la famille, les placer là. Ouais, eux aussi sont Congolais qui le travaillent. Non, je ne suis pas d'accord. Je dis, tous ces mécanismes qui débouchent sur le clientélisme, c'est ça ce que nous devrions combattre. Mais pour combattre ça, mettons-nous d'abord du côté du pouvoir. Ne nous mettons pas dans le camp de M23. Dans le camp de M23, on dénonce, on ne propose rien. Dans le cas du pouvoir, la critique est assortie de recommandations. Voyez-vous, c'est toute une nuance qu'il faut saisir. Ceux qui ont travaillé, ont déjà travaillé, qu'ils n'attendent pas mourir aux fonctions. Vous avez travaillé, maintenant vous pouvez vous retirer avec honneur et dignité pour laisser les autres.
Il ne faut pas plier bagage pour jouer au malin. Vous avez servi, ok, démissionnez pour laisser la place aux autres. Vous démissionnez vite et vous venez vous mettre au devant du rang pour attendre un nouveau poste. Le jeu de Vital Kamerhe, que je n'aime pas. Hein. Merci beaucoup, confrère Apollinaire. Oui, M. Jean-Bertmas Kongolo. Moi, ma question va se baser sur qu'est-ce qui bloque encore la composition du gouvernement ou encore la sortie du gouvernement à titre comparatif si nous prenons les cas du Sénégal ou encore de la France. Gabriel Attal, aussitôt nommé, aussitôt a composé son gouvernement, tout comme aussi au Sénégal, ça a été le cas. Mais en République démocratique du Congo, près de 6 mois bientôt, depuis que nous avons eu le deuxième quinquennat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays n'a pas de gouvernement alors que tout va mal. Jean-Bertmas Kongolo, qu'est-ce qui bloque la publication du gouvernement? Cette question posée à la manière du M23 m'inspire de vous dire, quand vous dites tout va mal, nous sommes ici en paix. On n'a pas eu de crépitement de balles, on n'est pas inquiété. Mais vous affirmez que tout va mal. Ça, c'est à la manière du M23. Vous dites, on a vu au Sénégal, ça fait autant de jours, en France, ça fait... Vous décidez d'ignorer le cas de la Belgique, capitale de l'Union européenne. Plus d'une année sans gouvernement, personne n'en est mort. Vous décidez vous-même d'ignorer ça. Mais vous choisissez ce qui vous arrange. Sénégal, France. Moi, je vous supplie de vous souvenir aussi du cas du Royaume de Belgique, qui a fait plus d'une année sans gouvernement. Alors, dans notre pays, l'heure était d'abord à l'identification de la majorité. C'est une période d'autodétermination. Vous venez au Parlement, oui, mais pour faire quoi? Vous venez combattre ceux qui construisent ou est-ce que vous venez apporter votre soutien? Ce temps-là est un temps qui est difficile à gérer parce que c'est une balle de chauve. Tout le monde va raser la tête, vous avez l'impression que vous avez affaire aux chauves. Plus le temps passe, plus les cheveux poussent, on distingue les vrais des faux. Ceux qui se bousculent au portillon du gouvernement, du bureau de l'Assemblée, du bureau du Sénat, ainsi de suite, sont les plus corruptibles qui existent dans ce pays. Donc si vous avez dans votre parti quelqu'un prêt à tout donner pour que vous le fassiez passer ministre ou membre du bureau, sachez que c'est le plus corruptible. Mais la machine à détecter les corruptibles et les corrupteurs n'existe pas dans l'Union sacrée. C'est toute une génération, plusieurs générations d'ailleurs, depuis l'époque du maréchal, qui a vu que la corruption atteignait des propositions inacceptables. Il a démonétisé plus de 2 fois. Merci, M. Kongolo. Merci aussi aux confrères parce que nous arrivons vers la fin de cette émission. Peut-être que le temps nous fait surface. On avait encore tant de questions à vous poser. On aura à organiser d'autres émissions pareilles. Que dites-vous de ceux qui accusent le président Félix d'être passif vis-à-vis de ses poulains, les membres du présidium de l'Union sacrée, qui pour certaines personnes pensent que l'Union sacrée, c'est une pépinière d'une opposition sans tambour battant. Et même d'autres gens nous l'ont rappelé ici que non. Macron l'a dit, qu'on n'a pas été capable d'instaurer l'autorité de l'État à l'est de la République démocratique du Congo. Et les gens pensent que le président Félix devient de plus en plus passif. Et cette compréhension fait naître... chacun cherche à jouer à un profit, les membres de l'Union sacrée qui s'imposent. Il ne dit rien, il dit non, c'est un jeu démocratique. Et nous disons, c'est comme si les gens ont raison. À vous la réaction. Merci. La lecture là des soutiens internes du M23 sous la coupe de M. Ambongo veut que la guerre de l'Est soit une guerre qui a commencé en 2019 avec le président Félix. Non, c'est une guerre qui date des années 90 avec le génocide rwandais. Et là, nous sommes dirigés par le maréchal Mobutu. Et quand le président de la République, le providentiel, énigmatique Ranger, prend les arènes du pouvoir en 2019,
la guerre était déjà vieille de plus de 20 ans. Il faut avoir un cœur comme celui de M. Fridolin à Mbongo pour dire, même les 20 ans là, c'est seulement M. Félix qui doit en répondre. C'est ça la lecture de M. Mbongo. Non. Monsieur le Président de la République n'est pas très tolérant. Non, il est tout simplement, il sort de l'école de la démocratie. Mobutu nous a gouverné avec la dictature. Kabila est venu avec le fouet. Joseph avec le calcul de balkaniser le pays. C'est le tout premier président qui amène la démocratie. C'est difficile pour tout le monde de comprendre que l'exercice démocratique demande de la tolérance. Arrivé pratiquement à la fin de cette émission. Un mot, 30 secondes sur la révision de la Constitution, avant qu'on boucle la boucle à ce plateau spécial. Non, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre façon d'aller. On doit seulement déchirer la Constitution actuelle et rédiger une Constitution adaptée aux besoins réels de notre pays. Nous n'avons pas de Constitution. Vous parlez de la Constitution que les belligérants rédigés à Kigali, adoptée en Afrique du Sud par les gens qui se faisaient la guerre. Nous avons refusé de la voter en 2006. Kabila nous l'a imposée par force parce que Kagame lui obligeait. C'était la condition pour qu'il reste au pouvoir. Et vous voulez que ça soit considéré comme la constitution de notre pays? Sa place, c'est dans le feu. On doit refaire la constitution. Quelqu'un nous a même menacé avec les armes, en disant qu'ils viennent pour refuser le référendum, je vais régler leur compte. Et maintenant, il est temps, seuls les imbéciles et les morts ne changent pas. Jean-Bertrand Congolo, ça n'est complètement fini pour ce numéro de plateau spécial. Vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Jean-Bertrand Congolo, qui est analyste politique et libre penseur. Il est également PCA du Grand Kassai Fondation, directeur du cabinet de... Non, on n'a pas parlé du cabinet. Qu'est-ce que ça vient chercher ici? Même pas une seule question sur ça, alors que moi j'aurais bien voulu... Place un mot sur le cabinet. Le cabinet fait déjà le travail que nous sommes en train de vous dire ici, de la cellule de validation des décisions judiciaires. Nous faisons de la facilitation, nous orientons les investisseurs, nous accompagnons les gens qui sont aux abois, qui sont en détresse, qui n'ont pas de quoi corrompre. Nous les accompagnons pour casser les barrières, comme on le dit en lingala, Kobukabakale. Et ils savent que quand je pointe, les portes doivent s'ouvrir parce que les choses que nous on apporte aident réellement. Le chef de l'État apaise effectivement les tensions sociales et résolve le cas des indulgents. C'est ça le cabinet du baron M. Christian Tshisekedi. Qui a été cité dans les dossiers Malheureusement, on attendait, on croyait que le gars allait insister sur ces accusations, mais il a vite battu en retraite, il s'est rétracté, alors que nous, on voulait montrer à la face du monde, mais pas que dans le dossier Okende, dans les minerais qui quittent le Katanga, dans l'affaire de la malle de 800 000 dollars à, je crois, Roissy Charles de Gaulle, aux Aventem, dans les parcelles confisquées à Pigeon, alors que ben, c'est normal. Quand vous voyez, vous, la noblesse et la bourgeoisie que je reflète, vous pensez qu'on peut avoir besoin d'aller nous quereller pour des parcelles en Guiringiri? Jean-Bertrand Congolo, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous disons sincèrement merci et on va multiplier ce genre d'occasion à ce qu'on puisse éclairer l'interne de l'opinion nationale et internationale. Donc, chers confrères, merci.